Passant pratiquement inaperçue en Afrique et dans le reste du monde, une révolution verte est en train de s'opérer en Zambie. Un nouveau modèle d'agriculture est en train de se développer. Ce modèle, c'est l'agriculture de conservation qui profite aujourd'hui à plusieurs milliers de petits exploitants. Un nombre qui augmente d'année en année. Mais qu'est-ce que l'agriculture de conservation? C'est un modèle fondé sur 3 principes clés, ou piliers, comme l'explique le docteur Stephen Muliokela. L'agriculture de conservation se fonde sur 3 principes clés ou piliers. Une perturbation minimale des sols, on réduit les labours au strict nécessaire pour établir une plante efficace et maintenir une levée de culture efficace. Deuxièmement, on introduit des légumineuses pour faciliter la rotation des cultures. Et troisièmement, on laisse en place des résidus de culture qui vont fournir un couvert au sol pour éviter de laisser ces sols nus. Quels sont les avantages de l'agriculture de conservation? Tout d'abord, elle permet d'améliorer les rendements et les revenus. C'est ce qui explique sa popularité grandissante parmi les petits exploitants. Esther Mumba, une agricultrice locale, apprécie bien le système. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, notre situation s'est améliorée par rapport à ce qu'elle était avant qu'on ait adopté l'agriculture de conservation. Et Noah Piri est d'accord. La première année où le CFU est venu nous dire d'essayer cette méthode, j'ai dit, bon, je vais adopter cette méthode, donc je vais l'essayer pour voir quelle est la différence. La première année, j'ai réussi à récolter 250 sacs. J'ai dit, ah, ça c'est bien. Les bénéfices sont là, puisqu'avant je vivais dans cette maison qui est construite en terre. Aujourd'hui, j'ai quitté cette maison et j'habite désormais dans cette nouvelle maison. Voici comment se pratique l'agriculture de conservation en Zambie, étape par étape. Tout d'abord, on creuse de petites cuvettes de précision après la récolte et on les entretient d'année en année. Chaque cuvette fait 15 cm de large et 30 cm de long, sur une profondeur d'environ 15 cm. Les cuvettes sont espacées de 70 cm et les lignes de 90 cm. La terre non cultivée entre les cuvettes est recouverte des résidus de cultures produits par la récolte précédente. Au lieu de faire des cuvettes, on peut aussi choisir de griffer la terre au moyen d'une défonceuse, Magoya, à traction animale, assemblée localement et attachée au châssis de la charrue. Dans certaines régions, on commence à utiliser des semoirs à distributeurs d'engrais tirés par des bœufs et fabriqués au Brésil. L'un des grands avantages de cette approche minimaliste est que 15% seulement de la surface totale du champ est perturbée. On garde ainsi la structure des sols intacte tout en retenant la matière organique dans la terre. En revanche, le labour conventionnel perturbe le champ tout entier, entraînant la dégradation du sol et la formation d'une semelle de labour. La chaux et l'engrais sont ensuite déposés avec précision, au lieu d'être répandus sur toute la surface du champ. Cela engendre des économies supplémentaires. Puis la terre est remblayée. Et les graines sont semées aussitôt après les premières chutes de pluie, soit dans les lignes, soit dans les cuvettes. Ce moment opportun du semis, déterminant pour l'optimisation des rendements, est rendu possible par le fait que les agriculteurs préparent la terre pendant la saison sèche. On contrôle les mauvaises herbes en appliquant un herbicide à faible toxicité avant qu'elles ne produisent des graines. Ainsi, d'année en année, le problème des mauvaises herbes diminue. Tout au long de l'année, la terre est recouverte de paillis, une couche de résidus de culture. Cette couverture retient les eaux de pluie et protège la surface des sols de l'érosion lors des fortes pluies tropicales.
Avec le temps, les résidus se décomposent dans la matière organique du sol et le rendent plus fertile. Ceci revient à recréer les conditions du tapis forestier sur les terrains agricoles. Après plusieurs années de paillage, la nécessité d'employer des engrais chimiques diminue au fur et à mesure que le sol devient plus riche en matière organique. La rotation de culture chaque saison permet de réduire les parasites et les maladies et de maintenir la fertilité des sols. En Zambie, la rotation consiste à faire du maïs, puis des légumineuses telles que le soja ou l'arachide, et la saison suivante, une culture commerciale comme le coton. En enrichissant les sols, l'agriculture de conservation engendre d'autres bénéfices à l'échelle locale et globale. En fait, c'est un excellent exemple d'agriculture intelligente face au climat, avec son triple gain. La production est assurée, les agriculteurs attestent d'une augmentation soutenue des rendements, souvent dès la première saison. Le système est plus résistant au climat. L'agriculture de conservation en Zambie supporte mieux la sécheresse et l'effet érosif des orages. La capture du carbone est intensifiée. L'agriculture de conservation, fondée sur l'agroforesterie, permet de doubler la teneur en carbone des sols en 10 ans. Mais ce n'est pas seulement cette technologie qui est si étonnante. C'est la façon dont elle s'est étendue à travers la Zambie. Martin Shishikanu travaillait au ministère de l'Agriculture lorsque l'agriculture de conservation est arrivée pour la première fois en Zambie depuis l'État voisin du Zimbabwe dans les années 1990. L'échange transfrontalier entre la Zambie et le Zimbabwe s'est fait au départ entre des communautés agricoles. C'est le syndicat agricole, le Zambian Farmers Union, qui a donné le jour au CFU, le Conservation Farming Unit. Alik Daka, directeur adjoint de la branche culture au ministère de l'Agriculture, reprend l'histoire depuis le début. Ça a commencé dans les années 1970, à l'époque où le gouvernement subventionnait fortement la production de maïs. Sous l'effet de la monoculture, les sols s'épuisaient et quand on s'est aperçu que les rendements devenaient de plus en plus bas, le gouvernement en est arrivé à la conclusion qu'il était nécessaire d'introduire l'idée d'une agriculture de conservation. C'est là qu'il a annoncé son objectif de faire adopter l'agriculture de conservation à 600 000 agriculteurs à l'horizon 2015. Cet objectif fut présenté dans la déclaration de politique du gouvernement en 1999. Il a pu sans doute paraître ambitieux, mais déjà à l'aube de 2012, 250 000 petits exploitants ont adopté le système. La Zambie est en voie d'atteindre son objectif de 600 000 exploitants en 2015, la moitié du nombre total. C'est le CFU, travaillant en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, qui a mené l'effort de développement de l'agriculture de conservation en Zambie. Il y a eu un programme de formation intensive pour les agents de vulgarisation et les agriculteurs leaders, de fréquentes visites d'échange et un travail de recherche scientifique continu. Noah Piri est un des agriculteurs leaders formés par le CFU. Tout d'abord, le CFU nous forme à notre rôle de coordinateur et une fois qu'on est formé, on mobilise les agriculteurs pour qu'ils nous rejoignent et on les forme aux méthodes de l'agriculture de conservation. Alors que l'agriculture de conservation gagne rapidement du terrain partout dans le monde, l'Afrique s'adapte très vite et la Zambie est l'un des chefs de file du changement. En 2010, l'Ouganda a envoyé des visiteurs. Ceux-ci ont relayé le message avec enthousiasme et 2 ans plus tard, un village ougandais a abandonné le labourage et s'est entièrement converti à l'agriculture de conservation. Ceci démontre le potentiel de l'apprentissage sud-sud. Si un agriculteur apprécie une pratique et qu'il a les moyens de la mettre en œuvre, il l'adopte rapidement, souvent en l'apprenant d'un autre exploitant. Mais le cas de la Zambie ne s'arrête pas là. Une équipe de chercheurs travaille à l'amélioration des pratiques de l'agriculture de conservation.
Ici, au poste de recherche du GART, on travaille à l'intégration d'un arbre indigène, le Federbia albida. Cet arbre pousse vigoureusement en présence d'une nappe phréatique. Selon les chercheurs du GART, la productivité du maïs augmente d'environ 1/3 sous les branches du Federbia. Ces arbres ont aujourd'hui 10 ans. Le maïs, le coton et le chanvre de Sune poussent avec succès sous leur feuillage. Le Federbia capture l'azote de l'atmosphère et le fixe à travers ses nodules racinaires. Et quand elle tombe, ses feuilles enrichissent la terre. Peu étonnant donc qu'on le surnomme dans la région l'arbre à engrais. Et, cas unique, c'est pendant la période de pousse que l'extraordinaire Federbia perd ses feuilles, laissant ainsi la lumière du soleil baigner doucement les cultures. Les racines pivotantes profondes de l'arbre vont à la rencontre de la nappe phréatique et ne tirent ainsi ni sur l'humidité ni sur les substances nutritives de la couche arable. Pendant la saison sèche, tandis que la plupart des autres arbres perdent leurs feuilles, le Federbia acquiert son nouveau feuillage et fournit de l'ombre aux terres cultivées. Les cosses de graines, qui sont alors formées, fournissent un fourrage nourrissant pour le bétail. Peu étonnant alors que, comme Noah, de nombreux agriculteurs commencent à intégrer cet arbre à leur pratique d'agriculture de conservation. Non loin de là, Esther Mumba et son mari ont planté leurs arbres il y a 7 ans, et leur impact est aujourd'hui évident. Les cultures qui sont sous les arbres poussent mieux et produisent plus. L'agriculture de conservation continue cependant d'être confrontée à plusieurs défis. Convaincre les agriculteurs d'abandonner le labour n'a pas été simple. De plus, outils et autres ressources ne sont pas à la portée de tous. Les résidus de culture sont employés à d'autres besoins. Et le Federbia ne pousse pas partout. Enfin, la vente de certaines cultures peut s'avérer problématique. Les scientifiques peuvent contribuer à améliorer le système, mais les agriculteurs basent leurs décisions sur ce qu'ils ont pu observer. Des agriculteurs comme Esther Mumba. Dès notre première tentative avec l'agriculture de conservation, on a pu s'acheter 4 bêtes. C'est là que je me suis rendu compte que c'était très rentable. On a réussi à financer l'éducation de nos enfants jusqu'à la 12e année. On mange bien à la maison. L'an dernier, on a commencé à construire une maison qui va être finie cette année. C'est un gain énorme. Par rapport à avant, notre style de vie s'est beaucoup amélioré. Les petits exploitants zambiens nourrissent le pays tout entier, tout en veillant à la bonne santé et à la productivité de leurs terres. Et pour Madame Mumba, comme pour des milliers d'autres, le choix est simple. C'est l'agriculture de conservation.